Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 18. Suite. Il faisait chaud, le temps était lourd, l'air était chargé de tonnerre. Il avait bêché toute la matinée et se reposait, étendu par terre. Et tout à coup, la pensée de Lénina fut une présence réelle, nue et tangible, disant « Mon chéri », et entoure-moi de tes bras, vêtue seulement de ses chaussettes et de ses souliers, et parfumée, courtisane impudente, mais oh, oh, ses bras autour du cou de John, le soulèvement de ses seins, sa bouche, l'éternité était dans nos lèvres et nos yeux, Lénina. Non, 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 non. Il fut debout d'un bond. Et tel qu'il était à demi nu, il sortit de la maison en courant. Au bord de la lande s'élevait une touffe de genévriers chenus. Il s'y jeta et serra non pas le corps poli de ses désirs, mais une brassée d'épines vertes. Acérées de leurs 1000 pointes, elles le piquèrent. Il essaya de penser à la pauvre Linda, haletante et muette, avec ses mains qui faisaient le geste d'agripper, et les yeux pleins de cette terreur inexprimable, à la pauvre Linda dont il avait juré de se souvenir. Mais ce fut toujours la présence de Lénina qui l'obséda. Même sous les coups et les piqûres des aiguilles de genévrier, sa chair frémissante avait conscience d'elle, de sa présence réelle, à laquelle il ne pouvait s'échapper. Mon chéri, et si tu me voulais aussi, pourquoi ne... Le fouet pendait à un cou à côté de la porte, à portée de la main pour le cas où arrivaient des reporters. Dans un paroxysme de frénésie, le sauvage retourna en courant à la maison, le saisit, le fit tournoyer. Les cordes nouées lui mordirent la chair. Courtisane, courtisane, cria-t-il à chacun des coups, comme si ça avait été Lénina. Et avec quelle frénésie, sans le savoir, il désirait que ce le fût. Cette Lénina au corps blanc, tiède, parfumée, qu'il flagellait ainsi, courtisane, et alors d'une voix désespérée. Oh Linda, pardonne-moi, pardonne-moi Dieu, je suis vil, je suis méchant, je suis... Non, non. Ah toi, courtisane, ah toi, courtisane. De sa cachette, construite avec soin dans le bois à 300 mètres de là, Darwin Bonaparte, le plus expert des photographes de fauves de la Compagnie générale des films 100 ans, avait observé toute la scène. La patience et l'adresse avaient été récompensées. Il avait passé 3 jours assis dans le tronc creux d'un chêne artificiel, 3 nuits à ramper sur le ventre à travers la bruyère, à dissimuler des microphones dans des buissons d'ajoncs, à enterrer des fils dans le sable gris et mou. 72 heures de méconfort profond. Mais à présent, l'instant solennel était venu, le plus solennel. Darwin Bonaparte eut le temps d'y réfléchir, tandis qu'il se déplaçait parmi ses instruments. Le plus solennel depuis sa prise de vue du fameux 100 ans, 100% hurlant et stéréoscopique du mariage des gorilles. Épatant, se dit-il à lui-même, tandis que le sauvage commençait ses agissements étranges. Épatant. Il maintint ses appareils de prise de vue télescopiques bien centrés sur leur but, collés à leur mouvant objet. Installa une bonnette d'approche plus puissante pour obtenir un gros plan final du visage affolé et distordu. Admirable. Il déclencha pendant une demi-minute la prise de vue au ralenti. Effet d'un comique exquis, se promit-il. Écouta pendant ce temps au récepteur les coups, les gémissements, les paroles farouches et démentes qui s'enregistraient sur la bande sonore au bord de son film. Essaya l'effet d'une légère amplification. Oui, c'était mieux ainsi, décidément. Fut ravi d'entendre, dans un silence momentané, le chant perçant d'une alouette. Eût voulu que le sauvage se retournât, de façon qu'il pût obtenir un bon gros plan final du sang qui coulait sur le dos. Et presque immédiatement, quelle chance étonnante, le garçon complaisant se retourna effectivement, et il put prendre un gros plan final parfait. Eh bien ça, c'était formidable, se dit-il, quand tout fut terminé. Réellement formidable. Il s'essuya le visage. Après qu'on aurait introduit les effets du 100 ans au studio,
Ce serait un film merveilleux, presque aussi bon, songea Darwin Bonaparte, que la vie amoureuse du cachalot. Et cela par Ford, ce n'était pas peu dire. 12 jours plus tard, le Sauvage de Surrey était projeté, et pouvait se voir, s'entendre et se sentir dans tous les palaces de cinéma sentant, de premier ordre de l'Europe occidentale. L'effet produit par le film de Darwin Bonaparte fut immédiat et énorme. L'après-midi qui en suivit la présentation au public, la solitude rustique de John fut soudain violée par l'arrivée dans les airs de tout un gros essaim d'hélicoptères. Il bêchait son jardin, il bêchait également son esprit, ramenant laborieusement à la surface la substance de ses pensées, la mort, et il enfonçait une fois sa bêche, puis de nouveau, encore. Et tous nos hier ont éclairé à desseaux le chemin poudreux de la mort. Il grondait à travers ses mots un tonnerre probant. Il souleva encore une pelletée de terre. Pourquoi Linda était-elle morte? Pourquoi avait-on permis qu'elle devînt graduellement moins qu'humaine? Et enfin, il frémit, une charogne bonne à baiser. Il planta son pied sur sa bêche et l'enfonça farouchement dans le sol dur. Des mouches pour des gamins méchants. Voilà ce que nous sommes pour les dieux. Ils nous tuent pour s'amuser. De nouveau du tonnerre, des mots qui se proclamaient vrais, plus vrais en quelque sorte que la vérité même. Et pourtant, ce même Gloucester les avait appelés des dieux, toujours doux. D'ailleurs, le meilleur de ton repos, c'est le sommeil, et tu le provoques souvent de toi-même. Cependant, tu crains violemment la mort, qui n'est rien de plus que le sommeil, dormir, rêver peut-être. Sa bêche buta contre une pierre. Il se baissa pour la ramasser, car dans ce sommeil de la mort, quel rêve! Un bourdonnement au-dessus de sa tête était devenu un rugissement, et soudain il fut dans l'ombre. Il y eut quelque chose entre le soleil et lui. Il leva les yeux, sursauta en quittant son travail à la bêche, en quittant ses pensées. Il leva les yeux dans un ébahissement ébloui, l'esprit errant encore dans cet autre monde plus vrai que la réalité, encore concentré sur les immensités de la mort et des dieux. Il leva la tête et vit là-haut, et tout près, l'essaim des appareils planants. Ils arrivaient comme des sauterelles, restaient suspendus, immobiles, descendaient tout autour de lui sur la bruyère. Et du ventre de ces sauterelles géantes sortaient des hommes en complet de flanelle blanche à la viscose, des femmes, car il faisait chaud, en pyjama de shantung à l'acétate ou en culottes courtes de velours de coton et jersey sans manches, à fermeture éclair à demi ouverte. Un couple par appareil. Au bout de quelques minutes, il y en eut des douzaines, disposées suivant une vaste circonférence, tout autour du phare, écarquillant les yeux, riant, déclenchant leur appareil photographique, lançant, comme à un singe, des cacahuètes, des paquets de gomme à mâcher à l'hormone sexuelle, des petits beurres panglandulaires, et à chaque instant, car franchissant la crête de Hoxback, le flot de la circulation coulait à présent sans arrêt, leur nombre augmentait, comme dans un cauchemar. Les douzaines devenaient des vingtaines, les vingtaines des centaines. Le sauvage avait battu en retraite vers un abri, et à présent, dans la pose d'un animal aux abois, il se tenait le dos au mur du phare, portant son regard d'un visage à l'autre, en horreur muette, comme un homme dément. Il fut réveillé de cette stupeur à une conscience plus immédiate de la réalité par le choc contre sa joue d'un paquet de gomme à mâcher lancé avec précision. Un sursaut de douleur et de surprise, il se trouva réveillé en plein, réveillé et pris d'une colère farouche. « Allez-vous-en, hurla-t-il. Le singe avait parlé. Il y eut une explosion de rire et de battements de mains. Ce bon vieux sauvage. À la bonne heure donc. Et parmi la confusion des voix, il entendit des cris de fouet, fouet, le fouet. Obéissant à ce que suggérait ce mot, il saisit à son clou derrière la porte la touffe de corde nouée et la brandit avec colère devant ses tortionnaires. Il y eut un hurlement d'applaudissements ironiques. Il marcha sur eux d'un air menaçant. Une femme poussa un cri d'effroi.
La ligne fléchit en son point le plus immédiatement exposé, puis se redressa, se maintint ferme. La conscience d'être en force écrasante donnait à ces curieux un courage auquel le sauvage ne s'était pas attendu de leur part. Surpris, il s'arrêta et jeta un regard à la ronde. « Pourquoi ne voulez-vous donc pas me laisser en paix ?» Il y avait une note presque plaintive à sa colère. « Prenez quelques amandes salées au magnésium, dit l'homme qui, si le sauvage venait à s'avancer, serait le premier attaqué. Il tendit un paquet. Elles sont réellement très bonnes, je vous assure, ajouta-t-il avec un sourire propitiatoire un peu nerveux. Et les sels de magnésium contribueront à vous maintenir jeune. Le sauvage traita son offre par le mépris. Que me voulez-vous demanda-t-il, se tournant de l'un à l'autre, des visages ricanants. Que me voulez-vous? Le fouet, répondirent confusément sans voix. Faites-nous le coup du fouet, faites-nous voir le coup du fouet. Puis, à l'unisson, et sur un rythme lent et lourd. Nous voulons le fouet, cria un groupe à l'extrémité de la ligne. Nous voulons le fouet. D'autres reprirent aussitôt le cri, et la phrase fut répétée à la manière des perroquets, maintes et maintes fois, avec un volume de son sans cesse croissant, si bien qu'à partir de la 7e ou 8e répétition, nul autre mot ne fut plus prononcé. Nous voulons le fouet. Ils criaient tous ensemble, et grisés par le bruit, par l'unanimité, par le sens de la communion rythmique, ils auraient pu, semblait-il, continuer pendant des heures, presque indéfiniment. Mais vers la 25e répétition, la manœuvre fut soudain interrompue. Un hélicoptère de plus était arrivé d'au-delà de la crête de Hoxbach, resta suspendu au-dessus de la foule, puis se posa à quelques mètres de l'endroit où se tenait le sauvage, dans l'espace libre entre la ligne des curieux et le phare. Le fracas des hélices couvrit momentanément les cris. Puis, tandis que l'appareil touchait le sol et que les moteurs s'arrêtaient, ils reprirent. « Nous voulons le fouet, nous voulons le fouet », du même ton fort, insistant, monotone. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit, et il en sortit d'abord un jeune homme blond, à la figure rouge. Puis, vêtu d'une culotte courte en velours de coton vert, d'une chemise blanche et coiffée d'une casquette de jockey, une jeune femme. À la vue de la jeune femme, le sauvage tressaillit, recula, pâlit. La jeune femme resta debout, souriant vers lui d'un sourire incertain, implorant, tout chargé d'humilité, eût-on dit. Les secondes se passèrent, les lèvres remuèrent. Elle disait quelque chose, mais le bruit de sa voix était couvert par le refrain réitéré et vigoureux des curieux. Nous voulons le fouet, nous voulons le fouet. La jeune femme appuya les deux mains contre son flanc gauche, et sur son visage luisant comme une pêche, joli comme celui d'une poupée, apparut une expression étrangement incongrue de détresse, chargée d'ardent désir. Ses yeux bleus semblèrent s'agrandir, devenir plus brillants, et soudain 2 larmes lui coulèrent le long des joues. Sans qu'on pût l'entendre, elle parla de nouveau, puis d'un geste vif et passionné, elle tendit les bras vers le sauvage. Elle s'avança. « Nous voulons le fouet, nous voulons. » Et tout à coup, ils eurent ce qu'ils voulaient. « Courtisane !» Le sauvage s'était précipité sur elle comme un fou. « Fouine !» Comme un fou. Il s'était mis à la cingler de son fouet de corde mince. Terrifiée, elle avait fait demi-tour pour s'enfuir. Elle avait trébuché et était tombée parmi les bruyères. « Henri, Henri !» cria-t-elle, mais son compagnon, à la figure rouge, s'était sauvé à l'abri du danger, derrière l'hélicoptère. Avec un hurlement de surexcitation ravie, la ligne se rompit. Il y eut une ruée convergente vers ce centre d'attraction magnétique. La douleur était une horreur qui les fascinait. « Chauffe, Luxure, chauffe !» Avec frénésie, le sauvage la cingla de nouveau. Avidement, ils se rassemblèrent alentour, poussant et se pressant comme des porcs autour de l'auge. Oh, la chair! Le sauvage grinça des dents. Cette fois, c'est sur ses propres épaules que s'abattit le fouet. À mort, à mort! Attiré par la fascination de l'horreur et de la douleur, et intérieurement poussé par cette habitude de l'action commune, ce désir d'unanimité et de communion que leur conditionnement avait si indélébilement implanté en eux,
Ils se mirent à mimer la frénésie de ses gestes, se frappant les uns les autres, tandis que le sauvage frappait sa propre chair rebelle, ou cette incarnation potelée de la turpitude qui se tordait dans la bruyère à ses pieds. À mort, à mort, à mort, continuait de crier le sauvage. Puis soudain, quelqu'un commença à chanter, orginé, porginé. Et en un instant, ils eurent tous repris le refrain, et chantant, se mirent à danser, orginé, porginé, tournant, tournant, et tournant en rond, se frappant l'un l'autre en mesure à 6-8, orginé, porginé. Il était plus de minuit lorsque le dernier des hélicoptères prit son vol. Stupéfié de soma et épuisé par une frénésie prolongée de sensualité, le sauvage était étendu, endormi sur la bruyère. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand il se réveilla. Il resta étendu un moment, les yeux clignotant à la lumière dans une incompréhension de hibou. Puis tout à coup, il se souvint de tout. Oh mon Dieu, mon Dieu! Il se couvrit le visage de ses mains. Ce soir-là, le vol d'hélicoptères qui arrivèrent en bourdonnant par-dessus la crête de Hoxbach était un nuage sombre de 10 kilomètres de long. La description de l'orgie de communion de la nuit dernière avait paru dans tous les journaux. Sauvage appelèrent les premiers arrivants, tandis qu'ils descendaient de leurs appareils. Monsieur le sauvage! Il n'y eut pas de réponse. La porte du phare était entr'ouverte. Ils la poussèrent et entrèrent dans un crépuscule de volets clos. Par une arche, à l'autre bout de la pièce, ils apercevaient le pied de l'escalier qui montait aux étages supérieurs. Juste sous la clé de voûte, pendaient 2 pieds. Monsieur le sauvage! Lentement, très lentement, comme 2 aiguilles de boussole que rien ne presse, les pieds se tournèrent vers la droite. Nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-sud-ouest. Puis ils s'arrêtèrent, et au bout de quelques secondes, revinrent avec aussi peu de hâte vers la gauche. Sud, sud-ouest, sud, est. Fin.